voulez bien, Président, on parlera de la 7e dans un instant, mais il y a une autre proposition que vous avez refusée aussi. J'ai jamais vraiment compris le sens ni le pourquoi. C'est que vous deviez, à un moment donné, on vous a demandé d'être ministre de la République française et vous avez refusé ça. Mais il me semble que j'ai déjà eu l'occasion de m'expliquer. Vous en avez parlé, mais il y a peut-être des téléspectateurs qui ne le savent pas. Et pourquoi vous avez refusé? Non, alors, vous savez, bon, je vais essayer de vous résumer ça parce que, bon, il y a peut-être des gens qui ont déjà entendu ça et ils vont dire que je radote. Hein. Il y a plein de personnes qui ne le savent pas. Non, mais c'est vous qui m'obligez à le faire. Bon, en 2 mots, je suis élu député de la Martinique, député de Fort-de-France-Ouest, Nord-Caraïbes. C'était comme ça. C'était une circonscription qui prenait la moitié. Ça venait d'être fait. Hein. C'était un découpage pasquois. Moitié ouest de Fort-de-France et toutes les communes du Nord-Caraïbes. Entre parenthèses, toutes les communes du Nord-Caraïbes étaient dirigées par des maires de droite. Vous imaginez le cadeau. D'accord. Hein? Et je n'avais que la partie Fort-de-France-Ouest, où se trouvait mon canton d'ailleurs, hein? Et puis où il y avait Césaire, bien entendu, le maire de l'ensemble. Hein? Il n'y avait que cette partie où au départ j'étais fort. Mais sur tout le Nord-Caraïbe, il fallait aller. Bon, j'ai gagné contre Pierre Petit. D'accord. Alors, premièrement, moi j'arrive à Paris, bien décidé à être un député qui sert au mieux les intérêts de toute cette circonscription, et notamment toute la partie Nord-Caraïbe, la partie Fort-de-France. De toute façon, il avait Césaire, hein, officiellement député de la partie Est, mais qui de toute façon étant maire, puis étant Césaire, hein, bon, cette partie Ouest n'avait pas tellement besoin de moi comme député. Mais je me suis dit, les 9 communes du Nord-Caraïbes, même si elles ont toutes des maires qui ne sont pas de même sensibilité politique que moi, j'ai quand même été élu. Il faut que je fasse le maximum pour le développement. Et je peux vous dire que notamment Saint-Pierre, c'est l'époque où, enfin, on a commencé à s'occuper beaucoup de Saint-Pierre. Bon. Là-dessus, peu de temps après mon arrivée, et vous savez, il y a toujours un gouvernement qui se met en place tout de suite après les présidentielles, et puis après il y a les législatives, et après les législatives, il y a le gouvernement définitif, hein, qui est mis en place. Et donc Rocard me fait appeler, et ça se passe la veille, quelqu'un me dit tu seras appelé. Bon, je prends pas ça très au sérieux, j'en parle à Césaire, et Césaire je lui en parle, il me dit bon, mais si on te pose la question, il faut peser le pour et le contre. Enfin bon, c'est tout à fait Césaire. Libre de votre choix. Oui, il me dit, bon, mais je lui dis, mais non, mais ça on m'a raconté une histoire, bon, je vois pas très bien, je viens d'arriver, etc. Et puis le lendemain matin, on m'appelle là où je logeais. Je reçois un appel de Matignon, ça fait toujours bizarre, je n'étais même pas encore habillé, et on me dit, le Premier ministre souhaite vous voir à Matignon. Bon, je m'y suis rendu, d'ailleurs, pour la petite histoire, en métro, prenant le métro, oui, et en arrivant après le métro à pied devant Matignon, et j'ai commencé à penser que ça devait être ça, vous voyez. Bon. Puis il me reçoit. On se connaissait bien, hein, Michel Rocard, on peut dire, quelqu'un avec qui j'ai des relations amicales depuis longtemps. Et il me reçoit, il me dit, tu vois, j'ai beaucoup de difficultés là pour faire mon gouvernement. Il me parle de tous les problèmes qu'il a affrontés. Et puis au bout d'un moment, il m'a dit, bon, ben, j'ai pensé à toi pour le poste de ministre délégué à la Santé. Alors moi, je lui dis, ah bon... oui, parce que vous êtes docteur. J'ai oublié de le dire en début, vous êtes un médecin. Alors bon, je lui dis quand même que je suis un peu surpris, hein, que ça me tombe dessus comme ça. Et moi, je lui dis, bon, ben, écoute, je vais en discuter avec mon parti, parce que bon, moi, j'étais très militant, toujours soucieux de l'action collective. J'ai jamais été dans l'action de promotion individuelle. Alors il me dit, d'ailleurs, ah, mais non, il m'a même sorti cette phrase, il m'a dit, écoute, je ne te propose pas les anciens combattants ou la jeunesse et sport. Alors je lui ai répondu de manière très polie, monsieur
On se tutoie, Monsieur le Premier ministre, je n'ai rien contre les anciens combattants, ni contre la jeunesse et sport, mais enfin, il faut que j'en réfère à mon parti. Il a insisté, il m'a dit j'appelle Césaire. Je dis non, il faut que j'appelle le secrétaire général qui était d'Arcière. Bon, alors il m'a donné 5 heures pour lui donner une réponse. Je suis revenu à mon bureau. Et là, la nouvelle avait déjà circulé. J'ai trouvé les assistants parlementaires qui sablaient le champagne déjà, etc., y compris avec les Guadeloupéens et tout. Je leur ai dit, attendez, rien n'est encore fait, il faut que j'appelle la Martinique. J'ai appelé, j'ai cherché à toucher le secrétaire général qui était Camille Darcier. Je n'ai pas pu le joindre et j'ai pu joindre Renaud de Grandmaison à la mairie de Fort-de-France. Il était secrétaire général de mairie, mais il était aussi membre du PPM et du comité national, membre important. Donc, comme je suis arrivé à la voir, je lui ai dit, écoute, voilà, il m'arrive presque une tuile. Le Premier ministre me propose ça. Écoute, je veux savoir l'avis du parti. C'est un avis que je demande. Je n'ai pas dit que j'allais forcément le suivre, mais je mets en balance. Je viens d'être élu. Est-ce que ça ne va pas m'éloigner de ma circonscription, dont j'ai envie de m'occuper? Bon, et est-ce que j'ai le parti derrière moi? Enfin bon, vous voyez, je voulais avoir un avis. D'accord. Sans dire que forcément cet avis serait j'ai pas demandé un ordre, j'ai demandé un avis. Bon. Et il m'a dit, bon, ben écoute, je te rappelle, j'essaie de voir, etc. Et j'ai rappelé environ 4 heures après, c'est-à-dire un moment avant de donner ma réponse, puisque le Premier ministre m'avait donné 5 heures. J'ai appelé Renaud, et Renaud de Grandmaison m'a simplement dit au téléphone, il m'a dit, l'avis est négatif. Je lui ai dit, ok, j'ai raccroché, je ne lui ai pas demandé ni pourquoi, ni comment. J'hésitais, j'avais des choses en balance. J'avais peur de m'éloigner de ma circonscription. Ouais, c'est ça le truc. Mais en même temps, on a envie. Bon, c'est forcément ça. Être ministre, ça vous laisse pas indifférent. Vous auriez pu travailler pour votre circonscription. Mais comme en plus on me dit que j'ai un avis négatif de mon parti, je me dis donc je vais me lancer dans un truc. Je vais m'éloigner de ma circonscription. Mon parti n'est pas d'accord. Même si Césaire m'avait dit bon, si jamais on te propose ça, c'est à toi de peser c'est ce que j'ai fait, peser le pour et le contre. Bon. Donc, j'ai appelé le Premier ministre et puis je lui ai dit ma réponse est négative. Alors, il ne voulait pas le croire dans un premier temps, mais pour la fin de l'histoire, c'est la fin de l'histoire qui est savoureuse. Une semaine après, je rentre en Martinique et j'arrive au siège de Trinel et je vois certains camarades qui me font un peu une mine pas très amène. Et ils me disent, mais enfin, pourquoi tu as refusé? Attendez, moi j'ai pesé le pour et le contre, et en plus, j'ai eu un avis négatif du comité national. Et c'est là que j'apprends que le comité national ne s'est jamais réuni, pas même en formation réduite. Et en fait, la réponse qu'on m'avait donnée, c'était que la réponse de Camille Darcier. Et c'est pour ça que depuis, on dit que c'est Camille Darcier qui m'a empêché d'être ministre. Alors je dis souvent aux gens, je ne peux pas dire ça, il ne m'a pas empêché. Je ne l'ai même pas eu au téléphone. Mais est-ce lui tout seul, est-ce lui avec d'autres, je n'en sais rien. Il n'empêche que j'avais demandé un avis du comité national. Ils auraient pu se réunir même par téléphone. Il n'y a eu aucune réunion. Donc, l'avis qui m'a été donné n'était pas un véritable avis. Bon, qu'aurais-je fait si on m'avait répondu, il n'y a pas d'avis? Je ne peux pas vous dire. Je suis incapable de dire ce que j'aurais fait à cette époque-là, mais j'estime qu'on m'a trompé dans la vie. Mais je n'en veux à personne, parce qu'en réalité, je vous dis franchement, il y a des gens que ça peut étonner, ça ne m'a jamais particulièrement posé problème. Je vais même vous dire que je préfère avoir été pendant près de 20 ans président du Conseil général de la Martinique. Ça m'a permis de faire certainement beaucoup plus de choses pour la Martinique que si j'avais été ministre pendant 2 ans. Vous voyez, parce que ça n'aurait pas été plus de 2 ans. Bon, et puis il aurait fallu m'occuper de beaucoup de choses concernant l'Hexagone, et pas seulement la Martinique. Maintenant, vous dites, et on me dit quelquefois, oui, mais ça donne, c'est vrai, ça donne beaucoup de relations.
Mais en réalité, le fait pour moi d'avoir été assez longtemps président du Conseil général, et sénateur, d'avoir été député, membre de la Commission des finances, j'étais un des premiers d'outre-mer à être membre de la Commission des finances. Ensuite, j'ai été pendant 9 ans membre de la Commission des finances du Sénat, etc. Vous savez, j'ai énormément de relations, et sur tous les bancs de l'Assemblée actuellement, même s'il y a des gens qui partent, il y a des anciens qui partent, mais quand je vais à Paris, je peux rencontrer des gens aussi bien à droite qu'à gauche, et beaucoup d'anciens collègues avec lesquels j'ai d'excellentes relations. Bon, j'aurais peut-être eu plus de relations, mais enfin, je ne pense pas que ça a été déterminant. Mais je sais qu'on me reproche beaucoup d'avoir refusé, comme si ce refus expliquait que depuis, on n'ait jamais proposé un poste de ministre à aucun Martiniquais. Non, je pense qu'il y a probablement d'autres raisons qui font que en Guadeloupe, il y en a eu. Hein, oui, mais Madame Michaud-Chevouille, sa fille, Victorien Lurel, enfin bon. Vous savez, les Martiniquais ont eu, en général, la réputation d'être d'avoir plus tendance à contester un pouvoir en place, surtout la gauche martiniquaise. Vous voyez, et comme la gauche a été pas mal de postes de responsabilité. 14 ans de présidence à partir des années 80. Par conséquent, je pense qu'on a toujours plus facilement trouvé, je parle à partir de ces années-là, je ne parle pas à l'époque d'Émile Maurice, avant, où c'était très proche du gouvernement de droite, mais à gauche, il n'y a jamais eu en Martinique d'allégeance. Vous voyez, donc je pense que c'est plutôt ça l'explication. Alors qu'on voit, écoutez, regardez maintenant, vous vous rendez compte, le président Macron, il cherche désespérément à avoir des correspondants de poids, et il a très peu d'élus qui se déclarent officiellement, et pas parmi les élus majeurs, alors que vous regardez à La Réunion, en Guyane, en Guadeloupe. Donc nous avons un peu une réputation de frondeur, peut-être que lorsqu'on cherche quelqu'un, ça joue. Et pourtant, c'est Jacques Chirac, c'est sous la présidence de Jacques Chirac qu'on a fait certaines avancées en Martinique qu'on n'a pas eu pendant 14 ans avec Mitterrand, par exemple. Cette avancée institutionnelle, c'est Chirac. Oui, mais ça, c'est pas que pour la Martinique. Ça a été valable pour l'ensemble des Outre-mer. Et nous avons joué un rôle, en réalité, vous voyez, la fameuse mission Lise Samaya et la loi d'orientation ont énormément apporté, y compris pour les autres. Bien sûr. Quand je vois le congrès qui se réunit en Guadeloupe récemment, ou en Guyane, c'est quand même mon œuvre. Même si beaucoup l'ont oublié, il y a des gens qui vont au congrès en Guadeloupe, en Guyane, qui ne savent même plus qui a créé cette institution. Et à l'époque, il y avait eu beaucoup de critiques. Je n'ai pas été très aidé. D'ailleurs, la plupart des avancées que j'ai pu obtenir en tant que parlementaire ont toujours été obtenues avec une sorte de réticence, voire d'opposition, même de mes amis politiques. Vous voyez, systématiquement, il fallait essayer de gêner les choses. Je vous donne un exemple. Quand j'ai obtenu toutes les dispositions qui nous permettent de faire de la coopération avec des pays indépendants, c'était pas possible avant. J'ai même obtenu que nous puissions conduire des délégations. Si la France fait entreprend une négociation dans la zone au sens très large, mettons, je ne sais pas moi, qu'elle fait une négociation avec le Venezuela, les dispositions de la loi d'orientation permettent que le président du Conseil général ou le président du Conseil régional, donc ça peut être maintenant le président du Conseil exécutif de la CTM, peut conduire une délégation. Nous sommes obligatoirement interrogés pour avis si le sujet peut nous concerner, etc. Nous pouvons signer des accords. J'ai eu l'occasion de signer des accords avec Sainte-Lucie à l'époque pour des transferts
de savoir-faire, de technologie en matière d'irrigation, par exemple, etc. Bon, donc si vous voulez, on a, il y a eu des choses quand même importantes dans ce domaine-là, mais je me rappelle que lorsque j'ai obtenu, par exemple, que nous puissions participer à des organismes internationaux. Donc le texte au départ disait que ça pouvait être le président du Conseil général ou le président du Conseil régional. Camille Dancière, qui était député, quand le texte est arrivé à l'Assemblée nationale, il a estimé que ça ne pouvait pas être les deux. Et il a eu ce mot qui peut paraître évidemment tout à fait juste. Il a dit on ne peut pas être deux dans un même fauteuil. Mais il ne s'agissait pas de présider l'AEC ou le CARICOM, etc. Il s'agissait de pouvoir aller à des commissions. Donc on n'est même pas assez nombreux pour pouvoir aller dans toutes les commissions. Mais à cause de ça, eh bien, l'Assemblée nationale l'ayant suivi, eh bien, par la suite, il n'y avait que les régions qui pouvaient envoyer un représentant dans ces organismes internationaux. Donc on s'est limité nous-mêmes. Et pour le Congrès, je vous rajoute ça, parce que pour le Congrès, de temps en temps, j'entends des gens qui me disent pourquoi on ne réunit pas le Congrès pour débattre de grands sujets. Il n'y a pas longtemps, quelqu'un m'a dit pourquoi on ne peut pas réunir le Congrès pour débattre des problèmes de l'eau, par exemple, à la Martinique. Hein? Bon. Eh bien oui, au départ, c'est ce que j'avais prévu, ce n'était pas uniquement l'institutionnel. Qui a fait réduire uniquement à l'institutionnel? Ben, c'est M. Camille Dancière à l'Assemblée nationale. Donc il avait une autre conception, si vous voulez. Et alors que nous étions dans le même parti à l'époque, il n'a pas hésité à réduire quelque chose que j'avais obtenu déjà au Sénat. Alors je le dis, hein, paix à son âme, oui. mais ça c'est l'histoire, hein, je vous donne tout ce que je dis là. On peut fournir les... C'est inscrit dans les livres. Mais non, mais il suffit d'aller dans les documents, hein, les procès-verbaux des assemblées. Alors, et ça vous explique aussi les premiers éléments de dissension sont venus à cause de ces frictions. Hein, et je ne vous ai même pas rappelé le fait que lorsque Jospin m'a sollicité pour que je fasse cette mission-là, l'île Samaya, je n'ai pas accepté tout de suite. J'ai posé un certain nombre de conditions, j'ai mis une semaine à accepter, et pendant ce temps, on est allé quand même, toujours les mêmes, sont allés quand même au ministère de l'Outre-mer, et c'est Kéran, qui était ministre à l'époque, qui me l'a dit, pour demander que cette mission soit proposée à un autre. Donc, si vous voulez, les racines de ce qui a fini par entraîner une rupture en 2006 se trouvaient déjà à cette époque-là. La Martinique a enfanté d'un grand homme, le plus illustre, diront certains. Homme emblématique, écrivain charismatique, mondialement connu. Et pourtant, l'homme est modeste. Aimé Césaire a refusé d'être nominé pour le prix Nobel de la paix, refusé le poste de ministre des droits de l'homme sous François Mitterrand. L'homme était aimé de tous. Il appartient d'abord à son peuple. Pendant 56 ans, il a été à la tête de la mairie de Fort-de-France, un maire et un père pour certains. Aimé Césaire, l'homme du peuple, appartient également à la nation. De son vivant, tout homme politique, chef d'État, ministre, candidat en campagne rendait visite à Aimé Césaire. C'était un rituel. À sa mort, l'homme a souhaité rester en terre martiniquaise, mais la nation lui a rendu un hommage à la dimension d'homme de lettres et d'éveilleur de conscience qu'il était. L'émotion et la tristesse qui étreignirent les cœurs de tous les Martiniquais, blottis sur leur île, gagnèrent le cœur de tous ceux dans le monde qui, de loin, parfois même de très loin, avaient reconnu dans la voix de cet homme l'une des expressions les plus pures de l'universalité de la conscience humaine. À sa mort, une plaque commémorative a été apposée au cœur de la nef du Panthéon. Enfin, Aimé Césaire appartient au monde
Outre les écrits du poète traduits dans différentes langues, une abondante littérature lui a été consacrée. André Brink, l'écrivain sud-africain, dira de Césaire: son prestige et sa dignité faisaient de lui l'égal de n'importe quel chef d'État. René de Pestre, écrivain franco-haïtien, avait 17 ans lorsqu'il fit la connaissance d'Aimé Césaire. C'était un homme très généreux. Toute sa vie, il m'a aidé. Sans lui, je ne serais pas devenu ce que je suis. Cheikh Amadou Kane, écrivain sénégalais, dira d'Aimé Césaire que c'était un homme d'une dimension mondiale. C'est l'homme qui a éveillé à cette conscience de l'identité noire, non seulement les Noirs de la diaspora, mais nous, les Noirs d'Afrique. À sa mort, l'homme a souhaité rester en terre martiniquaise. À sa mort, l'homme a souhaité rester en terre martiniquaise, mais la nation lui a rendu un hommage à la dimension d'homme de lettres et d'éveilleur de conscience qu'il était. Aimé Césaire a refusé d'être nominé pour le prix Nobel de la paix, refusé le poste de ministre des droits de l'homme sous François Mitterrand,